Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à tous dans ce journal principal de la matinale. Amel Bouazza avec vous. Ravie et heureuse de vous retrouver. Voici tout de suite les principales actualités de cette édition. Crise à l'est de la RDC alors que des acteurs extérieurs parviennent à obtenir des accords pour faire taire les armes entre Kinshasa, le M23 et Kigali. L'Union africaine reste en retrait. Analyse dans ce journal. La Centrafrique entrevoit le chemin de la paix. Deux groupes rebelles majeurs acceptent de déposer les armes. Sahara occidental occupé, l'association de la jeunesse sahraoui de France dénonce la démolition d'habitations sahraouis à l'Aïoun occupées par les autorités marocaines. Algérie, salon africain des affaires d'Oran, une plateforme incontournable pour la promotion des échanges économiques et culturels entre l'Algérie et les pays africains. Résistance au traitement, manque de financement et effet du changement climatique, vaincre le paludisme d'ici 2030, une mission qui s'annonce des plus compliquées. Et enfin, pour finir, championnat d'Afrique de football scolaire, la Tanzanie chez les messieurs et l'Ouganda chez les dames remportent le sacre final. Vous suivrez également dans ce journal le programme des demi-finales retour de la Coupe de la CAF prévue ce dimanche. Bienvenue à tous, mais avant de développer ses titres à Rome, le monde lui a rendu un dernier hommage. Le pape François a été inhumé samedi à la basilique Sainte-Marie Majeure, décédé lundi à l'âge de 88 ans. Son cercueil a été transféré après une messe à la place Saint-Pierre, en présence de nombreux fidèles et religieux. L'Algérie, fidèle à son attachement au dialogue entre les religions et les peuples, était représentée par son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, qui a assisté aux funérailles au nom du président Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État a salué l'engagement du pape en faveur de la fraternité et des opprimés à travers le monde. Et puis je vous le disais en titre à l'est de la RDC, les armes pourraient enfin se taire grâce encore une fois à des acteurs extérieurs. Alors que l'Union africaine reste en retrait, le Qatar et les États-Unis ont obtenu 2 accords entre Kinshasa, le M23 et Kigali. Rania Itrassi nous en dit plus. Sous l'égide du Qatar et avec l'appui des États-Unis, Kinshasa et la rébellion du M23 ont signé une première déclaration d'intention. Une avancée notable, le gouvernement congolais accepte pour la première fois de dialoguer directement avec le M23. Dans le même mouvement, Washington a aussi facilité la signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour poser les bases d'un futur accord. Pendant ce temps, l'Union africaine, longtemps moteur de la médiation régionale, est absente du processus. Les cartes diplomatique se redistribue donc sous l'impulsion de nouveaux acteurs. Mamadou Si Albert, analyste politique. Nous assistons à une accélération du dénouement de la crise entre le Congo et le M23. Les médiations africaines ont échoué. Donc le Congo prend conscience que ce danger est imminent. Il y a échec des médiations. Les Américains seraient une alternative. Donc c'est une perspective pour essayer d'arrêter les avancées du M23 et avoir un allié sûr pour l'exploitation des ressources minières du Congo. Sur le terrain, une accalmie est constatée, mais entre intentions diplomatiques et réalité militaire, l'écart reste profond. Mais jamais les différents protagonistes n'ont été aussi proches de la paix. En Centrafrique, après des années de tensions, une avancée importante vient d'être réalisée sur le chemin de la paix. 2 groupes rebelles majeurs ont accepté de déposer les armes. Retour sur ce nouvel accord et ses enjeux avec Zine Charfaoui. En Centrafrique, un nouveau pas vers la paix. Le gouvernement a annoncé en effet la signature d'un cessez-le-feu avec 2 groupes rebelles parmi les plus actifs. L'Unité pour la paix en Centrafrique d'Ali Darassa et les 3 airs du général Abdelkader alias Bobo. Ces groupes, majoritairement Peul, avaient pourtant signé en 2019 l'accord politique pour la paix et la réconciliation avant de reprendre les armes 2 ans plus tard. Après des négociations discrètes menées au Tchad entre le 12 et le 19 avril, ils ont accepté de réintégrer le processus de paix. La mise en œuvre est en cours. Bangui et les groupes armés ont donné l'ordre d'arrêter immédiatement les hostilités. Prochaine étape, le cantonnement des combattants, leur désarmement et pour certains leur retour à la vie civile. Les cadres politiques et militaires, eux, devraient être intégrés dans les structures officielles du pays sous la garantie du Tchad. Mais à ce stade, aucun calendrier précis n'a été encore fixé. Un espoir fragile pour la Centrafrique, meurtrie par des décennies de violence.
En bref, à Paris, l'association de la jeunesse sahraoui de France monte au créneau après la démolition d'habitations sahraouis à l'Arioun occupées. Dans un communiqué publié ce samedi, l'association exprime sa vive indignation et condamne fermement les opérations menées par les autorités marocaines. Des démolitions brutales qui, selon elle, ont visé des familles sahraouis, détruit des biens privés, confisqué du bétail et donné lieu à des agressions physiques et verbales dans un contexte de blocus sécuritaire imposé par l'occupant. L'association dénonce une politique systématique d'effacement de la présence sahraouie et appelle la communauté internationale ainsi que les organisations de défense des droits humains à intervenir de toute urgence. Elle réclame l'ouverture d'une enquête indépendante et le lancement d'une campagne mondiale pour dénoncer ce qu'elle qualifie de pratiques répressives dans les territoires sahraouis occupés. Face à cette escalade, l'association réaffirme que malgré la répression, le peuple sahraoui reste déterminé à poursuivre sa lutte pacifique pour l'autodétermination et l'indépendance. Et nous passons au Sénégal. À un mois de l'ouverture des journées du dialogue national, le président Bassirou Diomaye Faye a désigné le docteur Cheikh Gueye comme facilitateur. Intellectuel reconnu et spécialiste des dynamiques territoriales, il devra rapprocher des positions souvent divergentes. L'événement prévu du 28 mai au 4 juin abordera notamment la réforme du système politique sénégalais. Gouvernement, partis politiques, société civile et religieux sont invités à la table des discussions, nous dit Abdelmalek Blouhouchet. Au Sénégal, l'heure est au dialogue et à la recherche de consensus. Le président Bassirou Diomaye Faye a désigné le docteur Cheikh Gueye pour faciliter les journées du dialogue national prévues du 28 mai au 4 juin. Spécialiste des dynamiques territoriales, cet intellectuel respecté devra rapprocher des positions parfois très éloignées. L'initiative lancée en 2016 se concentrera cette année sur la réforme du système politique sénégalais. Pour le journaliste Abdelatif Massaray, l'optimisme est de mise. Avec la volonté affichée du nouveau pouvoir, il y a une réelle chance d'aboutir à des consensus forts. Le chef de l'État a choisi cet homme comme facilitateur général. Les Sénégalais l'attendent. Ils espèrent que peut-être il y aura des solutions qui vont être posées. On devrait vraiment attendre peut-être dans 1 an ou 2 ans pour organiser ces journées de dialogue allant dans ce sens. Les Sénégalais, eux, ils diront qu'ils pourront se prononcer que juste après ces échanges entre le gouvernement et la société civile. C'est à partir de ces moments-là qu'ils pourront apporter leurs pensées ou des suggestions par rapport à cette journée. Entre partis, société civile et autorités religieuses, les débats s'annoncent animés. Le Dr Gueye devra assurer un climat apaisé pour que ce rendez-vous majeur porte ses fruits. Le Salon africain des affaires d'Oran à l'ouest de l'Algérie s'impose comme une plateforme incontournable pour la promotion des échanges économiques et culturels entre l'Algérie et les pays africains. Cette édition a vu la participation active de plusieurs délégations africaines, illustrant la volonté commune de renforcer les liens de coopération sud-sud. Parmi les voix marquantes de l'événement, celle de Daniel Ossini, secrétaire chargé de la communication à l'ambassade de Guinée en Algérie et en Tunisie. Il a souligné l'importance stratégique du SADA. Selon lui, ce salon représente une opportunité unique pour les artisans et entrepreneurs guinéens de présenter leur savoir-faire, d'établir des partenariats durables et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. On l'écoute, il est au micro de Hamza Madani de la radio algérienne. C'est des opportunités que chaque pays doit saisir pour valoriser les ressources économiques, financières et même culturelles des États. Puisque aujourd'hui, la donne, c'est qu'il faudrait une coopération sud-sud. C'est-à-dire, au lieu que nous exportons des expertises ou des compétences de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie, il faudrait qu'en Afrique, à l'interne, que nous voyions les compétences, les potentialités qu'a chaque pays pour valoriser ces compétences afin que notre continent puisse mieux se repositionner. Et toujours dans le chapitre économie, le Kenya s'apprête à dépasser l'Éthiopie pour devenir la première économie d'Afrique de l'Est, portée par des réformes structurelles promues par le Fonds monétaire international et par d'importants investissements dans les infrastructures, l'énergie et l'innovation. C'est un sujet signé Samuel Akizimana. Le soutien du FMI au Kenya s'impose comme un levier stratégique pour l'essor économique de l'Afrique de l'Est. Les réformes macroéconomiques engagées visent à stabiliser les finances publiques,
dynamiser le secteur privé et attirer davantage d'investissements étrangers. Selon le dernier rapport du FMI sur l'Afrique de l'Est pour 2025, la croissance du Kenya devrait atteindre 6,8%, confirmant son rôle de moteur économique dans la région. Nazim Simi, expert en économie. Le dernier rapport du FMI, effectivement, sur les performances économiques de l'Afrique de l'Est montre une croissance économique extrêmement soutenue, surtout dans des pays comme le Rwanda, comme le Kenya, comme l'Éthiopie également. Et ça montre le dynamisme de cette région qui est portée par des investissements massifs, notamment des investissements chinois dans la région, mais aussi portée par une consommation interne et la reprise évidemment du commerce international dans cette région. Donc ça montre que le continent africain est en pleine dynamique économique, portée évidemment par la partie est du continent. Le Kenya, désormais nouvelle locomotive économique de la région, incarne la compétitivité et la résilience africaine face aux mutations du nouvel ordre économique mondial. Et place au reste de l'actualité africaine en bref avec vous, Mohamed Oudia. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Direction Windhoek en Namibie, c'est une grande annonce pour l'éducation. La nouvelle présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah promet la gratuité totale de l'enseignement supérieur dans les universités publiques et les centres de formation technique, et ce, dès 2026. L'annonce a été faite lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Le Cap-Vert a recensé 55 cas de paludisme en 2024. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée chaque 25 avril. En Ouganda, à Kampala, bonne nouvelle, l'épidémie du virus Ebola est officiellement terminée après 2 décès enregistrés depuis janvier. Les autorités déclarent la fin de la crise 42 jours après la guérison du dernier patient confirmé. Enfin, aux Nations Unies, l'ECOSOC, le Conseil économique et social de l'ONU, tire la sonnette d'alarme. Plus de 122 millions de personnes déplacées de force dans le monde à la mi-2024, dont près de 44 millions de réfugiés, une explosion des chiffres, principalement causée par des conflits armés, souvent sans aucun respect du droit humanitaire. Et nous allons parler de santé à présent, alors que la communauté internationale s'était fixé l'objectif d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Plusieurs rapports alertent. En Afrique, cet objectif semble de plus en plus hors d'atteinte. Résistance au traitement, manque de financement et effet du changement climatique ralentissent la lutte contre la maladie. Mazvoura Al-Hiani. En 2023, l'Afrique a concentré 95% des cas mondiaux du paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, malgré des progrès, la lutte contre la maladie est freinée par la résistance des moustiques aux insecticides, celle du parasite au traitement et les effets du changement climatique qui compliquent les campagnes de prévention. À cela s'ajoute une crise de financement. Les ressources disponibles restent insuffisantes face aux besoins croissants. La suspension récente d'une grande partie de l'aide américaine, notamment par l'USAID, a aggravé la situation, affectant l'approvisionnement en moustiquaires, en traitement et en opérations de pulvérisation. Face à ces défis multiples, experts et institutions internationales reconnaissent que sans un effort urgent et coordonné, l'éradication du paludisme en Afrique d'ici 2030 sera hors de portée. Le paludisme reste aujourd'hui l'un des défis sanitaires majeurs du continent. Et place à l'agenda culturel avec vous, Alamine Mahamat. Africulture. L'agenda culturel. L'agenda culturel. D'abord, direction Harare au Zimbabwe. Les artistes se donnent aussi rendez-vous pour le Harare International Festival of the Art. Du 28 avril au 3 mai, théâtre, danse, musique et art visuel se mêlent pour faire vibrer la capitale. À Dakar, au Sénégal, ouvrez grand les yeux pour The Herds, une parade spectaculaire avec des marionnettes géantes d'animaux africains. Objectif, sensibiliser petits et grands aux défis climatiques tout en beauté et en émotion. Pour les amateurs d'art contemporain, rendez-vous à Antananarivo, à Madagascar, où l'artiste Yinka Shonibar expose tout au long d'avril. Une plongée saisissante dans les mémoires du colonialisme et de l'identité africaine. Et sport pour clore ce journal, les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération africaine de football sont prévues ce dimanche. Les Sud-Africains de Stellenbosch affrontent les Simba SC de Tanzanie. Le club algérien du CS Constantine affronte la formation marocaine du RS Berkane. Et sport toujours, les phases finales du championnat africain de football scolaire se sont achevées hier soir à Accra au Ghana. En finale masculine, la Tanzanie a conservé son titre face au Sénégal après un match nul
0 but partout. La rencontre s'est décidée lors de la séance de tir au but. Du côté féminin, l'Ouganda a remporté la finale 2-0 face au Ghana. Les Ougandaises qui avaient réalisé un parcours impressionnant en éliminant notamment le Maroc sur le score de 2-0 en demi-finale ont confirmé leur supériorité. Et nous arrivons ainsi à la fin de ce journal. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci à Mustafa Sdraya à la barre technique et à Saad El-Mahdi à la réalisation. Merci à Ahlam Slama au multimédia. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à leur tête le rédacteur en chef Zine Sharfawi. Tout de suite, le bulletin météo présenté par Varsou Mifundo, suivi de Regard sur le Sahel présenté par Ahmed Kateb. Quant à nous, on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour le Roundup.